Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 3 mars 2021. Jeff et Arius, comme à l'habitude, sont là avec vous en ce mercredi. Je suis excité, Arius. On a reçu depuis l'ouverture du podcast quand même Luc Dupont-Ray-Lalonde, Tommy Nkolingo, Sandro Grande il y a pas longtemps, Amandine Pierre-Louis. Bref, oui. Beaucoup de beaux mondes sont passés par le podcast et ce soir fera pas exception. 2 fois plus qu'une. Deux bons invités, donc Laura Chénard et James Landé qui seront avec nous dans quelques instants. On va vous les présenter. Je pense que ça va être super intéressant comme podcast, Arius. Ça va être, premièrement, bonsoir les auditeurs et merci pour l'invitation encore, Jeff. Oui, puis merci à nos deux invités, Laura et James, qu'on va voir à très bientôt. Effectivement, ça va être une superbe soirée à discuter, à échanger du football féminin. Et puis, j'ai vraiment hâte à ce qu'on puisse rencontrer les deux auditeurs, les deux invités. On va commencer par introduire Laura, les dames d'abord. On va regarder Laura qui a tout un parcours et qui a joué pour Équipe Canada, autant junior que senior. Je pense que c'est de toute beauté. On va voir quelques petits highlights en même temps. Mais là, on la rentre avec nous. Salut, bonsoir Laura, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci. Et vous? Ben oui, ça va super bien. Bonsoir Laura, merci pour l'invitation. Ben merci à vous de m'avoir sélectionné. Donc, je suis très contente d'être avec vous ce soir. C'est Laura, je trouve ça intriguant parce que ça fait quand même quelques années que tu as passé par les plus hauts sommets du soccer. J'ai hâte de voir comment une petite fille de Sainte-Luce se dit tabarouette, moi je vais faire une carrière de haut niveau dans le monde du soccer à une époque où le soccer n'était pas encore tout à fait à son summum. Ça continue de croître, mais à une époque où c'était encore peu découvert. Donc, en soccer féminin, sans dire que c'était encore pire, mais c'est encore un plus beau succès, là. Oui, ben c'est intéressant de le voir de cet angle-là, là, parce que en effet, j'ai commencé quand j'avais 6 ans. J'entendais pas beaucoup parler du soccer féminin. Je veux dire, j'écoutais beaucoup la télé, puis les sports avec mon père, puis c'est pas nécessairement le soccer qu'on regardait. Mais j'avais vraiment ce désir de compétition puis d'aller plus haut dans un sport. Puis c'est drôle, mon père, il m'avait toujours dit, parce que mon rêve, c'était d'aller aux Olympiques. Puis mon père, il me disait toujours, tu devrais choisir un autre sport peut-être que le soccer. Tu sais, juste pour dire que l'allusion est là, que le soccer, c'était pas très populaire. Mais c'est ça, dès que j'ai commencé, à l'âge de 6 ans, j'ai touché un peu à quelques sports. Puis c'est vraiment le soccer c'est pas pourquoi j'ai développé la passion là, super rapidement. Jouer avec les pieds, le style de jeu, la tactique de jeu, ça m'a fasciné rapidement. Donc, j'ai même pas hésité à poursuivre vers le soccer. C'était juste comme le plus beau sport pour moi. Excellent. L'autre invité, Arius. Vas-y. Hey, c'est vraiment beau à entendre déjà à l'entendre dire que son père, elle voulait aller aux Jeux Olympiques en jouant au soccer, mais son père lui a dit, écoute, tu devrais choisir un autre sport. Mais ça va, on va revenir avec ça. Oui, l'autre invité, Jeff. Donc, James, major de l'armée tabarouette qui est avec nous, James Landé. Ça me fait plaisir de l'accueillir et je te laisse, Arius, là, nous le présenter en détail. Jeff, merci encore une fois. James, un ami de longue date. Écoute, je pourrais même dire mon grand frère. Et puis, James, un passionné du sport en général, mais il est vraiment tombé amoureux du ballon rond. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on débute, Jeff, James et moi, on a débuté à coacher ensemble dans un club sur la rive sud qui s'appelait FC Select. FC Select, en fait, représentait la région de la rive sud au niveau 3A. Et puis, c'était nos débuts dans le monde du foot et puis deux passionnés, beaucoup d'émotions, beaucoup de caractère et puis
on en a long à dire. Puis, on vous présente James ce soir. Je voulais que les gens connaissent un peu le cheminement à James et puis et ensuite connaître aussi le programme du foot féminin qui se passe dans l'armée. Et puis, James va nous donner un peu plus de détails là-dessus. Puis, merci, James. Et James, vas-y, Jeff. Parce que moi, je connaissais pas... bonsoir, James, bienvenue. Je connaissais pas, James, le CISM. Avant que Arius me le présente, on va regarder justement un petit vidéo parce que ça semble être quand même un sport de haut niveau. Et là, je vais mettre James accessible. Donc, ça semble être un sport quand même de haut niveau qui regroupe énormément de disciplines, dont le soccer à laquelle tu es entraîneur pour l'équipe féminine. Exact. Mais c'est comparable avec en quantité de sport avec ce qu'on retrouve aux Olympiques? Oui, peut-être pas en nombre d'athlètes, mais en termes d'envergure. C'est une mini-jeu olympique, cette organisation-là. Des activités, il y a plus de 20 compétitions annuelles dans plusieurs continents, plusieurs régions, dans plus de 30 différents sports. Le Canada, ça fait depuis 1985 qu'on en fait partie. Et puis, lorsque j'ai su qu'il y avait du soccer qui était dans le CISM, j'ai décidé de lever la main pour devenir entraîneur de foot. Et puis, j'ai été sélectionné en 2019. Et c'est un privilège. Et puis, je suis très content d'avoir cette opportunité. Mais le niveau est extrêmement élevé. J'ai vu ça en 2018. J'ai commencé en 2018 comme assistant entraîneur. Coach Kevin, que j'avais perdu la première fois que j'avais mis mon nom pour le poste. J'ai tombé deuxième. J'ai appris que quand tu cherches une job, t'es deuxième, c'est pas bon. Okay. Quelqu'un un des plus qualifiés dans les forces, donc il m'a demandé de l'aider, puis moi j'ai dit oui. Et puis tout de suite après, quelques mois après, on s'est préparé pour ma première compétition. C'était aux États-Unis, et puis à El Paso, et puis c'était quelque chose d'incroyable. Le niveau, on est vraiment, je te dire, on est underdog Canada pour différentes raisons. Mais écoute, nous autres, on croit qu'on peut compétitionner. Puis nous autres, comme le Canada, nous autres, on est capable. C'est comme ça qu'on se voit. Et puis que on est capable de faire des miracles, comme on dit. Mais c'est ça, c'est une compétition qui est extrêmement relevée au niveau du foot. Pourquoi? J'ai des joueuses qui ont joué un petit peu récréatif. J'ai quelques joueuses au niveau universitaire. J'ai une joueuse, je pense, du CNHP du Québec, Amélie Nadeau, pour ne pas la nommer. Et puis c'est à peu près tout. Et c'est qui ma compétition? La France. La moitié de l'équipe est de Division 1 en France. L'autre moitié de l'équipe est de Division 2. La gardienne de l'équipe en 2018, c'était la gardienne de l'équipe nationale de la France en 2015 qui était au Canada. OK? Donc, l'équipe du Brésil, c'est une équipe pro, littéralement. Et à part l'équipe des États-Unis, qui est un peu comme la nôtre, un peu, disons, des militaires, des vrais, qui ont une job avant tout, les autres joueuses sont des joueuses de niveau mondial. Et il y a plusieurs joueuses de niveau de l'équipe nationale qui fait partie de leur effectif. Donc, quand le match commence, t'as Nathalie qui joue contre une joueuse qui joue dans les Olympiques ou encore au niveau des Coupes du Monde. Et Nathalie a joué du 2A. Donc, c'est difficile. C'est difficile. C'est ça. James, juste pour un peu continuer un peu dans le même sens, puis après, on va continuer aussi avec Laura. Jeff, je voulais aussi parler aux auditeurs, faire comprendre aux auditeurs quels sont ce soir les sujets qu'on va vraiment aborder par rapport au foot féminin. Et puis, malgré la croissance significative du football féminin à tous les niveaux au cours des dernières années, JF, on en a déjà parlé dans nos derniers podcasts. Je crois qu'il reste encore beaucoup à faire. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est définitif. Je pense que avec la PLSQ qui prend place tranquillement pas vite, c'est quelque chose qui s'en vient, qui va aider à faire rayonner. Il y a peut-être un gap, par exemple, et je pense qu'on n'est pas assez reconnaissant envers pas nécessairement la presse, mais la visibilité qu'on offre à ce sport-là, la possibilité qu'on démontre aux jeunes filles qui veulent progresser. Je pense qu'il y a encore un grand bout de chemin à faire à ce niveau-là. Ouais, c'est vraiment. Puis Laura, tu disais tout à l'heure, dès l'âge de 6 ans, petite fille de Sainte-Luce, JF l'a mentionné, qu'est-ce qui t'a motivé depuis l'âge de 6 ans à vouloir atteindre un certain niveau avec le ballon? C'est sûr que c'est ça a commencé vraiment, j'ai commencé à jouer, puis j'ai vraiment tout de suite connecté avec le sport, là. Puis je pense que ça vient beaucoup avec l'attitude dès le jeune âge de vouloir percer. Moi, je regardais justement les Olympiques avec mon père, je regardais beaucoup l'athlétisme, puis j'en ai fait aussi jusqu'à l'âge de 14 ans environ. Donc, j'avais vraiment, ça me fascinait là, que les gens puissent se pousser, puis arriver à performer au niveau mondial. Je sais pas, ça me fascinait. Puis, c'est ça, ça a été naturel chez moi de juste me dire, je veux aller le plus loin possible en soccer. Juste quand j'arrivais sur le terrain, là, j'aimais tellement ça. C'était vraiment une passion chez moi. Fait que c'est ça. J'ai commencé à jouer à Sainte-Luce. Ensuite, je suis partie à Rimouski. Là, je me suis fait approcher par Québec. Donc, tu sais, c'est à peu près, pour vous donner une idée, c'est 3 heures de route environ. Oui. Donc, Québec, excuse-moi, Laura, tu jouais où? Phoenix ou? Non, je jouais avec le Dynamo. OK. Donc, okay, donc bon. j'ai joué 2A avec Fury de Rimouski. Oui. Puis j'ai joué avec le Dynamo, j'avais environ 13-14 ans. Puis après, c'est ça, je m'étais fait voir avant ça par Valmy Wallet aux Jeux du Québec, parce que j'ai fait les Jeux du Québec, dans le fond, avec l'équipe de l'Est du Québec à l'âge de 10 ans. Donc, j'étais quand même surclassée, là. Mais à l'âge de 10 ans, vraiment. Et puis, pour que les auditeurs comprennent un peu, parce que beaucoup de gens maintenant aujourd'hui, Laura, pourquoi, je m'excuse si j'interviens là. Non, vas-y. Beaucoup de gens aujourd'hui comprennent c'est quoi les Jeux du Québec, puis savent à quel âge que les Jeux du Québec, surtout au niveau du soccer, les jeunes peuvent y participer. Mais la réalité ici, dans la région de l'Est du Québec, effectivement, une fille comme Laura Chénard, qui avait les capacités peut-être physiques, techniques. Je sais pas comment tu étais grande quand tu avais 10 ans, Laura, mais quand tu avais 10 ans, mais fait en sorte que le manque de joueuses, le manque de profondeur, pas assez de bassin de joueuses, a fait en sorte que toi, tu avais les capacités. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça m'a avantagé dans le sens que j'étais pas à Laval ou qu'il y a un bassin de joueuses énorme. Mais c'est ça, puis Valmy avait tout de suite remarqué, c'est ça, c'est sûr que c'est plus facile aussi de se faire remarquer qu'il y a moins de joueuses, puis nous, c'est ça, on était 3e division. Mais j'ai vraiment été aidée par Valmy, justement, qui a vraiment aidé mon cas à vouloir m'amener dans le fond sport-études à Montréal. Puis, mais Laura, ça aurait pu être le même cas aussi, là, même si tu étais à Laval. Mais je voulais juste faire comprendre aux auditeurs que il se peut que ça arrive, mais ça arrive plus souvent que possible dans notre région. C'est ça. Oui. Voilà. C'est bien précisé, mais merci de le dire. Mais donc, c'est ça, je me suis fait voir par Valmy, puis par la suite, c'est ça, il faut dire aussi que quelqu'un dans l'Est du Québec, il y a beaucoup plus de sacrifices à faire. Voilà. Moi, je passe beaucoup de routes pour me rendre à Québec, déjà pour jouer l'été, donc avec les Dynamos. Puis là, ensuite, pour jouer plus haut niveau, dans ce temps-là, le CNHP n'existait pas encore. Donc, il y avait des entraînements ensemble la semaine, donc le mercredi. Puis le vendredi, samedi, dimanche, là, on jouait des matchs. Mais moi, j'habitais à 6 heures de Montréal. Mais c'est ça, je pense vraiment que l'attitude puis la passion fait en sorte que tu y arrives ou tu y arrives pas. Surtout que là, c'est ça. Donc, moi, j'ai décidé d'accepter. Valmy a dit si t'es capable de le faire, moi, je te prends. Donc, je partais toutes les fins de semaine Rimouski, Montréal. Donc, toutes les fins de semaine, j'ai fait ça pendant quasi 1 an là, pour pouvoir
m'impliquer puis vraiment entrer dans le bassin de joueuses les meilleures au Québec. Wow. Puis après, ben là, le CNHP s'est développé. Donc là, il y avait vraiment des écoles, 5 écoles, dans le fond, que le programme était établi. Donc, tu allais à l'école le matin, puis tu avais un transport qui t'amenait à Bois-de-Boulogne, à Laval. Et pendant cette période-là, tu allais à quelle école, toi, pendant cette période-là? Moi, j'ai ça. Donc, je suis partie de ma maison familiale, si on veut, à 15 ans. Okay. Ben ouais, presque 16 ans. Puis moi, j'allais à Bois-de-Boulogne à Laval. Donc, c'est en secondaire 5. Ouais. En secondaire 5. Puis par la suite, je suis allée au cégep de Montmorency 1 an, puis après Maisonneuve. Puis j'ai poursuivi au CNHP aussi un peu durant mon cégep. Puis tu sais, pour ceux qui connaissent moins le CNHP, c'est ça, c'est la porte d'entrée vers les pros, là. C'est ça, le soccer haut niveau, parce que tous les recruteurs viennent te voir jouer là-bas. Donc, vraiment la seule chance. Puis c'est ce qui était un peu un débat dans le soccer féminin, que les gens qui ne sont pas de la région de Montréal, ils étaient un peu désavantagés de ça pour le soccer féminin. Mais en même temps, c'est la vie, là. C'est les grands centres, donc c'est normal. C'est ça. Puis, tu parlais 13-14 ans à Québec. C'était dans quelle année, ça? Dans quelle année? My God, 14 ans, ben c'est en 2005. 2005. Est-ce que le sport-études existait ici dans l'Est du Québec? Non, c'est ça aussi, les programmes. Encore, non, il n'y avait pas de sport-études soccer nécessairement. Ben moi, au secondaire, je jouais dans une ligue intérieure, mais... Intérieure, OK, futsal. Puis il y a ça aussi, c'est un autre aspect qu'on n'avait pas les terrains d'aujourd'hui, les dômes et tout, tu sais, dans l'Est, il y avait pas des terrains qu'on pouvait jouer à l'année, puis se pratiquer à du 11 contre 11 à l'intérieur l'hiver. Donc, c'est ce qui est désavantageux aussi là, pour quelqu'un qui habite éloigné. Donc, mais ça s'améliore, là, c'est rendu beaucoup mieux. À Rivière-du-Loup, d'ailleurs, il y a un beau centre intérieur, donc voilà. Super. Laura, joueuse par excellence RSEQ, Ligue Élite. Ouais. Tu as... explique-moi une fille qui arrive de Sainte-Luce, puis là, tu nous as expliqué un peu ton cheminement. et je suis sûr que tu n'as pas eu le même temps de pratique que certaines filles ont eu à Montréal, encadrement qu'ils ont eu à Montréal. Et toi, comment tu as fait pour arriver à ce niveau-là et sans en prendre en considération tous ces manques de ressources-là que tu avais? Ben, c'est ça, j'essaie de faire une histoire courte parce que j'ai l'impression que mon parcours il est long, mais je pense vraiment que le fait que j'étais autant passionnée puis déterminée, tu sais, je veux dire, chez moi, je m'entraînais dans ma cour, mon père m'avait construit un but en PVC, là, tu sais, je veux dire, je m'équipais de pas grand-chose, mais tu sais, je sortais toujours dehors pratiquer mes jongleries. J'avais participé aux Jeux techniques Nike aussi quelques années. Puis, ben c'est ça, j'avais pas le choix de faire du voyagement beaucoup, mais je pense que le fait que j'étais déterminée dès mon jeune âge, puis mes parents, ils ont accepté en quelque sorte que je m'ouvre puis que je poursuis mon rêve puis que que j'aille à Québec. Il faut dire qu'à Québec, j'étais bien encadrée, là. Je veux dire, mes entraîneurs, c'était 2 Guillaume, là, dans le temps de mes 14 ans, là. C'était des super bons entraîneurs. Puis, rendu là, je pense qu'eux, ils sont venus me chercher, puis après, ils m'ont vraiment bien encadré vers l'excellence, là, si on veut, là. Donc là, j'ai connu le sport de compétition 3A, c'est quand même du haut niveau. Puis c'est sûr que c'est ça, j'ai déménagé, les étés, je déménageais à Québec, puis j'avais ma tante, qui est la sœur de ma mère, qui m'a beaucoup aidée aussi, là. Je veux dire, elle m'hébergeait, elle allait me porter aux pratiques. Donc, c'est sûr quand en jeune âge, tu as besoin d'avoir un soutien de tes parents qui t'aident, qui te boursent. Nous, on est 5 enfants, donc je suis la plus jeune. Je pense qu'il y avait plus de lassitude aussi par rapport à ça. Mais c'est ça, j'avais beaucoup de détermination. Je m'entraînais, tu sais, durant mon cégep. Je vais faire une histoire, mais je suis partie de Sainte-Luce, Rimouski, Québec. Puis après, sport-études, NHP vers 15 ans. Ensuite, ben là, j'ai été pris pour les équipes nationales, pour l'équipe U17. Mais là, j'ai été retranchée. J'ai pas fait l'équipe. Donc, j'avais un peu perdu une motivation parce que c'est quand même une déception. Mais
j'ai été appelée pour remplacer dans un championnat canadien avec les Dynamos de Québec. Je suis finalement allée, puis c'est là que je me suis fait sélectionner par Carolina, la coach des U20 du Canada dans ce temps-là. Carolina Donc, Moras, c'est ça? Pardon? Ouais, Moracci. Moracci, c'est ça. Moracci, ouais, l'italienne. Donc, là, ça m'a vraiment redonné espoir. Puis là, ben c'est ça, j'ai participé à la CONCACAF. Puis, tu sais, je veux dire, ce qui est spécial avec le Canada, c'est qu'on s'entraîne pas toute l'année comme les pays latins ou en France. Tu sais, je veux dire, l'hiver, il faut toujours partir pour jouer en équipe. Puis c'est moins cher, supposément, aller dans les autres pays puis aller jouer contre d'autres nations que s'entraîner dans un petit bassin au Canada. Donc, moi, je revenais, puis tu sais, j'allais à l'école, mais je m'entraînais 3 fois par jour. Tu sais, je veux dire, j'allais à l'école, je revenais, j'allais faire des sprints dans la rue à côté de chez nous. Il faut vraiment que tu sois discipliné. Discipliné. Ouais, discipliné à travailler fort. Puis même si tu n'as pas d'équipe avec qui pratiquer, faut que tu le fasses par toi-même parce que sinon, rendu à cette étape-là, le niveau il est trop fort. Tu sais, tu peux pas être en forme. Donc, c'est ça, la discipline, c'est vraiment important. C'est ça qui m'a amené à ce niveau-là, je crois. Et JF, puis James, tu peux intervenir aussi dans ce que je vais amener comme point. Et les particularités qu'elle a amenées dans son développement qui fait que aujourd'hui, je sais pas si on peut apprendre ça aux jeunes d'aujourd'hui, cette détermination-là. Parce que aujourd'hui, vas-y Jeff, j'allais dire c'est un bagage qui demeure à l'extérieur du sport. Je pense que c'est une expérience de vie qui force un peu, qui forge, je devrais plutôt dire, le caractère et la personnalité d'une personne. C'est ça, comme Laura disait, tu sais, à 17 ans, quand t'es laissé de côté par l'équipe nationale, alors que à un moment donné, tu as comme l'impression de redoubler d'efforts pour réussir à atteindre le même niveau que toutes les autres, mais c'était récompensé, puis je pense que ça demeure un bagage de vie qui devient important pour les jeunes qui vont l'appliquer dans leur quotidien, outre le sport. Ça va au-delà du sport à un moment donné. C'est cette volonté-là de vouloir atteindre son objectif, je pense que ça marque la personnalité. Ton opinion là-dessus, Coach James? Écoute, moi je connaissais pas Laurent beaucoup avant aujourd'hui, et puis je suis bien, j'entends des choses, puis ça me parle, et puis je suis content de la découvrir parce que tu sais, souvent les joueuses, on les voit à la télévision, là on la voit pour de vrai, et puis tout ce qu'elle dit, c'est exactement ça. Là, si on regarde quelqu'un qui performe à plus haut niveau, ça ressemble un peu à ça. Là. Elle était déterminée, elle avait du soutien à l'entour d'elle, soit des parents, la famille, les coachs. Il y avait souvent un environnement qui était positif pour elle, ce qui n'est pas toujours évident pour les filles. Souvent, dire les choses comme elles sont. Comme dans mon emploi, je bouge souvent de différentes provinces ou villes et tout ça, donc je vois différents clubs. Souvent, pour les filles, on donne le coach, tu sais, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Tu sais, on donne pas tous les meilleurs coachs, les ressources sont pas toujours là. Tu sais, maintenant, ça a changé beaucoup, c'est mieux qu'avant. Mais tu sais, je crois que peut-être qu'elle a eu du soutien, c'était positif. Ils ont sûrement essayé d'avoir t'as eu du fun sûrement pendant un cycle du fun et tout ça. Ben, c'est tous des éléments qui fait que quelqu'un va persévérer. Et puis, tu as eu du soutien, quelqu'un a dit, ben, elle est bonne, regarde, elle est rendue aux équipes du Québec. Tu sais, puis c'est sûr que avoir été retranché à U17, ça fait mal. Mais quand quelqu'un est déterminé, quand c'est en toi, tu vas finir par réussir. Puis souvent, on perce comme ça. Les gens qui sont déterminés finissent toujours par percer. Mais c'est pas facile. Mais et coach, vas-y, oui. J'allais juste dire que c'est vraiment une belle réponse. Puis je trouve que tu as vraiment mis le doigt dessus. Puis l'attitude aussi, tu sais, je veux dire, oui, c'était toujours positif autour de moi. Mais je veux dire, c'est ça, j'ai connu des joueuses là, qui étaient tellement talentueuses, comme vraiment meilleures que moi techniquement. Puis tu sais, tu dis, même si j'ai eu une déception, j'ai persévéré. Mais c'est ça, il faut aussi que tu aies une attitude. Puis en tant qu'entraîneur, il y a ça aussi.
faut pas non plus être selfish sur le terrain. Il faut vraiment que tu gardes une mentalité d'équipe. C'est ça, j'ai connu des joueuses qui étaient tellement bonnes techniquement, mais qui avaient un esprit un petit peu plus solitaire et un ego peut-être plus élevé. Donc, en tant qu'entraîneur, c'est bien d'encadrer aussi les jeunes femmes par rapport à l'attitude. Puis, j'avais un autre point. Ouais, c'est ça, le plaisir. Ça, j'ai trouvé ça le fun que tu amènes ça parce que quand tu n'as plus de plaisir, puis quand les parents ou les coachs te poussent, puis ça mènera jamais nulle part non plus. Souvent, des joueurs qui se sont fait casser par leurs parents ou leur entraîneur qui les poussent. Ça non plus, ça peut pas marcher. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu un environnement de plaisir parce que j'adorais jouer au soccer. Donc, moi, d'aller une pratique, c'était pas un devoir. C'était juste comme j'avais hâte là, d'aller sur le terrain. C'est ça. Puis, équipe, quand j'ai terminé ma carrière, si on veut, canadienne, j'avais comme arrêté d'avoir le plaisir de jouer. Puis c'était rendu une tâche, là, puis je pleurais des fois, j'étais comme non, faut que j'aille m'entraîner. Fait que là, j'ai juste arrêté. Puis on est en quelle année à ce moment-là, Laura? Là, c'était juste avant de rentrer à l'université, donc c'était 2011. OK. 2011, mais tu sais, c'est sûr que je me considérais pas comme la meilleure joueuse non plus dans l'équipe senior, mais tu sais, j'étais une nouvelle, j'étais une des plus jeunes, donc j'arrivais avec l'équipe senior, j'avais fait des tournois, c'était des expériences inoubliables, c'était comme les plus beaux moments de ma carrière. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un noyau, tu sais, c'est anglophone aussi. Moi, je me débrouillais bien en anglais pour comprendre, mais il n'y a pas la fusion de comme être à l'aise, faire des blagues avec ses amis. Tu sais, j'avais pas cette cohésion-là avec les joueuses, même si c'était tous super gentils. Puis j'arrivais à l'université, j'avais le goût de faire la fête, puis voir d'autres choses. La discipline était plus dure, fait que voilà, j'avais perdu le plaisir un peu. Parce que parce que le fait que tu parlais t'avais plus le goût, le plaisir et tout, puis j'allais justement poser la question, parce que moi, j'ai eu la possibilité de vivre un peu un parcours comme toi. Puis, est-ce que le fait d'avoir été très discipliné pendant très longtemps à un jeune âge, et puis beaucoup de pression qu'on se met sur soi-même en tant qu'athlète aussi, parce qu'on veut atteindre un certain niveau, puis on se donne des objectifs. Est-ce qu'apparaît à un moment donné, un moment dans ta vie, l'environnement que tu avais avant, quand c'était le temps de Carolina Morachi, et oui. Quand ensuite, je pense que tu as eu le début de John Edman. Ouais, le tout début. Le tout début de John Edman. Est-ce que ça a eu un impact là-dessus? Peut-être que oui, plus j'y pense, parce que c'est sûr qu'avec Carolina, c'était vraiment strict, là. Justement, le pourcentage de gras, le fitness, là, c'était comme un autre level. Ils faisaient faire des tests, il fallait avoir un pourcentage de gras, sinon si tu excédais, je pense, 17%, mais tu sais, chez les femmes, c'est beaucoup plus élevé que chez les hommes. Fait que 17%, c'est quand même pas tant que ça, là. Mais chez les hommes, c'est à peu près genre 9. Mais donc, si tu dépassais ça, tu étais dans le fat group. Puis là, après les entraînements, il fallait que tu fasses plus de cardio que les autres. Fait que c'est vrai qu'il y avait un degré de discipline avec Carolina qui était extrême, là, selon moi. Intense, mais qui était plus extrême. Ouais. Donc, mais je pense que si j'avais encore eu le plaisir, puis j'aurais passé par-dessus. Je pense pas que c'est ça qui a fait en sorte que j'arrête. C'était plus, tu sais, mon âge qui arrivait à l'université. J'avais aussi des options d'aller aux États-Unis avec un full scholarship ou de rester au Québec. Puis, je pense que c'est ça, t'as raison en disant que, tu sais, j'avais toujours, je m'entraînais 3 fois par jour, j'avais fait ça toute ma vie. Là, j'avais comme le goût d'équilibrer un peu plus ma vie avec d'autres choses. Ta vie, voilà. Puis, ben, c'est ça. Puis, c'est sûr que si j'avais été une top star dans l'équipe canadienne, puis mais je sentais que j'avais des croûtes à manger, là, tu sais, je veux dire, j'allais devoir travailler encore plus fort, puis j'étais déjà un petit peu comme épuisée de m'entraîner autant. Fait que je pense que c'est ça qui a fait la cassure. Je suis content qu'on aborde ce sujet-là, Laura et JF, parce qu'on a un coach expert avec nous en plus, une licence A, James. L'équilibre, comment elle est importante, James, au niveau de l'athlète. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue là-dessus, James?
c'est extrêmement difficile à faire à ce niveau-là parce que ce que ça prend comme sacrifice, même au niveau de sa vie personnelle et des autres intérêts, quand tu es rendu à ce niveau-là, tu fais que ça. Et à un moment donné, ça devient extrêmement difficile et il faut que vraiment dans ta tête, que à tout moment, tu te dis c'est vraiment ça que tu veux faire. Et quand il y a un doute qui s'installe, là, ça part en vrille un peu. Ouais. Là, présentement, dans mon groupe à moi, on plane beaucoup sur le mental. Alors, à chaque mois, j'ai des zooms virtuels. On parle d'un sujet. Et puis, on fait du yoga, qui est important, de l'esprit et le corps, essayer de lier. Et tout ça, c'est tout un tout. Mais c'est vraiment difficile. Moi, j'ai une de mes joueuses, elle se levait à 5 heures du matin, elle allait s'entraîner. Après, elle a 3 enfants en passant. Après ça, elle arrivait à la maison, déjeuner, les enfants à l'école et tout. Elle allait travailler. Après ça, en revenant le soir, vers 9-10 heures, elle prenait une gardienne. Elle allait s'entraîner jusqu'à 10h30, 11h le soir. Et puis après ça, elle revenait se coucher. Et après ça, elle repartait. Je veux dire, OK, c'est pas toutes les joueuses de l'équipe qui faisaient ça. Mais je veux dire, chacune des joueuses à ce niveau-là ont le propre sacrifice et l'équilibre. C'est pas facile, c'est quasiment quotidien. Et puis, faut vraiment avoir un objectif. Et aussi dans l'équipe canadienne, il y a quand même beaucoup de changements. Tu sais, puis les changements, ça, surtout au niveau du foot féminin, les filles aiment ça, être en confiance, se faire mettre en confiance, avoir une bonne relation. En parlant de particularités, exactement. Quelles sont les particularités du foot féminin, justement? Tu amènes un bon point, là, James. Vas-y. Le groupe est important. Alors, même qu'on fait une décision par rapport à une joueuse, je sais que tout le groupe regarde pourquoi que je fais la décision. Et si c'est une décision qui est injuste par rapport à ce que j'ai déjà dit, même si c'est perçu, même si c'est pas injuste, c'est important que ça risque de pas passer. Le vestiaire du foot de filles, c'est difficile à perdre parce que les filles te font confiance et elles donnent beaucoup de chance. Mais quand tu perds un vestiaire de filles, c'est fini. C'est la mort. C'est fini. Ils sont beaucoup plus solidaires que les garçons. Solidaires. Tout le monde s'entraide. Voilà. Il y a aussi plusieurs dynamiques que j'ai appris avec le temps. Il faut dire, Arius, comme tu me connais, dans mon parcours, j'ai fait beaucoup avec les gars. Tu sais, dans tous les sports que j'ai fait, mon parcours, j'étais militaire. Donc, quand j'ai commencé à entraîner, j'étais avec toi, j'ai beaucoup appris. Puis les filles, en fait, m'ont beaucoup appris aussi comme personne. Je pense que les filles m'ont appris des choses aussi. Je suis un meilleur père aujourd'hui parce que j'ai coaché les filles avant d'avoir ma fille. Sinon, ça aurait été l'enfer. Ça aurait été l'enfer. Comment ça se passe? Les filles m'ont aidé là-dedans. Ben, j'espère. Ouais. Mais comment ça se passe, le recrutement des filles? Est-ce que c'est toujours à l'interne, dans le fond? C'est les filles qui s'offrent ou ça se peut, par exemple, qu'après le podcast, tu demandes à Laura si elle veut s'en aller au com à l'armée pour l'amener dans ton équipe? Je note. Il prend des notes. Son nom est déjà dans la liste. Je fais un appel, son uniforme est prêt. Parfait. Mais c'est ça, la difficulté, nous, il faut être dans les forces. Et puis, une des façons que les filles font, elles rentrent dans la réserve. Donc, dans la réserve, t'as pas besoin de déménager, t'as pas besoin d'aller ailleurs et tout. C'est à temps partiel. Donc, certaines de mes joueuses, je pense presque le tiers, sinon la moitié, sont dans la réserve. Et puis, comme ça, elles peuvent cheminer et puis avoir... l'équilibre est plus facile pour eux, pour elles, d'être dans ce programme. Pour les filles, la régulière, c'est un peu plus difficile parce que dans la régulière, on bouge tout le temps. Il y a beaucoup de changements majeurs dans nos vies. Ça devient difficile en plus de l'entraînement et tout. Mais la façon que je recrute nos joueuses, c'est que il faut savoir, à part à cause de la pandémie, à chaque année, il y a des régionales partout dans les forces, partout dans le pays. Et puis moi, je me promène et puis je prends des notes et je rencontre les filles après les matchs pour dire, je crois que
as du potentiel, et puis après ça, on y a un processus de sélection qui s'engrange. Maintenant, il y a aussi une compétition nationale qui se fait à Borden, en Ontario, à chaque année. Et c'est là que les meilleures joueuses, les meilleures équipes se rencontrent. Et puis, c'est là que je vais aussi faire du scout pour choisir les prochaines joueuses. Mais c'est pas facile parce que le bassin des filles est extrêmement petit par rapport au bassin des gars. Et puis, le bassin des filles capables de jouer à ce niveau-là est encore plus petit. Donc, c'est difficile aussi. Le niveau de la compétition nationale militaire est quand même un bon niveau, mais le niveau qu'on joue au niveau international est quelque chose d'autre, est complètement différent. Au-dessus. Donc, c'est difficile de faire une projection, de regarder la joueuse et de dire est-ce qu'elle va être capable vraiment de jouer contre des filles de niveau mondiaux. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Laura a parlé. Donc, ce que je recherche, c'est la motivation de la joueuse, la détermination de la joueuse, et aussi les joueuses qui veulent vraiment compétitionner, qui veulent se pousser. Et je pense que au-delà souvent du talent, c'est souvent l'erreur que l'on fait, que les coachs font. On regarde le talent, puis on dit wow, elle a l'air bonne et tout. Et puis pourtant, une joueuse qui est peut-être un peu moins bonne maintenant, mais avec la détermination, avec la volonté d'apprendre, le désir de progresser. Souvent aussi, dans mon groupe à moi, ça me prend des filles qui sont très sociales, parce qu'on se voit 1 à 2 fois par année seulement. Alors, si j'ai une fille qui arrive, puis ça va mettre du trouble, amener du trouble, comme on peut dire. Donc, ça me prend des gens capables d'arriver dans un nouveau groupe, constamment, et tout de suite être capable de s'intégrer. Donc, non, il y a beaucoup. C'est comme ça qu'on les sélectionne, mais le nom de Laura est sur ma liste. C'est bon. Mais James et Laura, partout dans le monde, femmes et jeunes filles jouent au football avec passion. OK? Autant chez les hommes. Donc, 40% des femmes jouent au soccer au Québec et au Canada. Est-ce que vous croyez que notre football est actuellement en pleine forme, en plein développement? Parce que là, on parle de l'expérience que tu as vécue, Laura, voyager autant pour ton développement. On parle, James, tu parles de le niveau de jeu, le niveau de connaissance. Aujourd'hui, est-ce que depuis 91, la Coupe du monde des femmes existe? Est-ce que le football féminin a fait un pas vers l'avant ou a fait un pas vers l'arrière, selon vous? Je laisse aller James en premier. Merci, Laura. C'est difficile à dire. Il faut regarder c'est quoi les mesures de succès pour voir comment qu'on fait. Si on regarde au niveau du nombre de joueuses qui fait partie, qui se joint au foot, ça a beaucoup augmenté. Et souvent, les gens vont dire, écoute, on a beaucoup de joueuses. Soccer féminin, c'est des fois 50% du club, c'est des filles qui jouent. C'est bon. Et c'est là l'erreur. C'est que, oui, c'est bon qu'on a de plus en plus de joueuses à l'intérieur du processus, même du sport. Mais on n'a pas encore fait nos devoirs, Arius. Puis Laura, puis Jeff. Puis, je vais donner un exemple. Je vais te dire un exemple. Puis là, l'exemple, vous le connaissez. L'Islande. Donc, l'Islande, 360 000 habitants. Ouais. Okay? Ils ont seulement 20 000 joueurs et joueuses totales. Okay? L'équipe islandaise est 16e au monde. 16e au monde. Wow. Les 20 000, là, on s'entend, c'est 50-50. La population de Laval est 460 000 personnes. Juste la population de la ville de Laval. OK? Donc, il faut qu'on commence à regarder les mesures de succès qui est autre que le nombre de joueuses qui viennent. C'est important d'avoir le plus de filles. Puis, je suis le premier.
Maintenant, les garder, les développer. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le bassin de joueuses? Exactement. Donc, c'est les coachs, avoir des coachs qualifiés qui s'occupent des filles, premièrement. Deuxièmement, avoir des coachs capables de créer l'atmosphère que la fille va être à l'aise aussi. Il y a des coachs, tu sais, je les vois aller, là, ça n'a aucun sens. OK? Donc, il faut être capable d'amener une atmosphère que les filles se sentent bien entre elles, se sentent libres de faire, de faire leur sport, sans avoir peur de quoi que ce soit. Tu sais, on sait des fois, il y a des gens qui ont fait des choses malhonnêtes et illégales. Donc, c'est avoir des gens qui vont vouloir vraiment le développement des filles. Ça prend des gens qui veulent le faire. Je vois des fois souvent des coachs qui coachent des filles, on dirait qu'on les a juste mis là parce que bon, tu sais. Puis, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ou bien c'est un papa, ou bien, comme tu dis, James, et puis pour aller dans le même sens, Laura, je sais pas, rien à enlever, puis je le dis souvent au podcast quand on parle du développement de foot, rien à enlever aux bénévoles et aux parents. Je sais pas si tu as été coaché, Laura, par tes parents ou par ton père, mais c'est souvent le papa qui prend le rôle, ce rôle-là, et qui vient nuire au développement du foot féminin. Hein, Laura? Je l'ai pas vécu, mais je comprends. Oui, je suis d'accord aussi avec James que il y a du chemin à faire par rapport à toute la structure, les programmes, justement les sélections d'entraîneurs. Il y a clairement une lacune. Puis je pense que la mentalité nord-américaine et canadienne surtout est vraiment axée sur le hockey. Puis je veux dire, tu sais, en France puis au Brésil, tu nais puis tu joues au soccer, tu vois du soccer partout, les gens jouent dans la rue. C'est une autre mentalité, c'est vraiment le sport national. Tu sais, ici, il y a un combat aussi par rapport à ça, que nous, c'est vraiment le hockey, l'argent est plus investi là-dedans. Puis, fait que je pense que ça l'amène à ce que le soccer soit pas des priorités ou soit pas mis de l'avant chez nous, là. En tout cas, on l'a pas nommé, mais il y a aussi, juste parenthèse, mais aussi les idoles puis les figures, pour moi, ils ont été vraiment importantes. Donc, tu sais, je veux dire, moi, j'avoue que je connaissais pas Christine Sinclair au début. Tu sais, mon idole, c'était Zidane. Mais c'est bien aussi d'avoir des figures dans la société. Puis on a le goût de ressembler, on a le goût de suivre, puis on voit que c'est réalisable. Tu sais, on parle pas vraiment de... Moi, je savais pas c'était quoi une Coupe du Monde avant longtemps, là, quand j'étais jeune. Je veux dire, il n'y a pas cette éducation-là d'idole, puis c'est ça. C'est moins dans notre société canadienne d'avoir le soccer focus, puis on regarde le hockey à la télé, puis le football pas mal plus ici, je pense, qu'en Europe. Fait que Laura, pour revenir à ma question, toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Est-ce que le foot féminin a avancé ou parce qu'on a vu dernièrement l'équipe canadienne a joué, puis on avait de la misère à voir les matchs live à la télé. Et donc, est-ce que... Oui, c'est sûr que... Oui, vas-y, excuse. Non, vas-y, oui, c'est sûr que c'est vrai que, justement, on va pas ouvrir RDS puis voir le soccer féminin, là. Ça, c'est une problématique, je crois. Mais je crois quand même que ça a évolué. Je veux dire, l'équipe canadienne de soccer féminine, elle a vraiment monté dans le palmarès. Puis, voilà. C'est nouveau, mais il y a les réseaux sociaux. Moi, je les suis sur Instagram. Peut-être, c'est sûr qu'on pourrait en parler vraiment plus, mais c'est sûr que les gars sont mis de l'avant bien plus aussi que les femmes, là. Puis, je veux dire, aux États-Unis, au moins, il y a une ligue pro. En France aussi, au Canada, c'est ça. C'est pas encore assez développé, selon moi. Puis, on n'en voit pas assez. Ça, c'est sûr que ça reste... Il y a beaucoup de chemin à faire, mais je crois quand même que ça s'est amélioré depuis quelques années quand même, selon moi. Les jeunes joueurs de mon entourage, ils en entendent parler quand même. Puis selon toi, Laura, si on veut que ça continue de progresser, là, ça passe-tu justement par des modèles? Tu parlais tantôt de Christine Sinclair. Est-ce que ça passe par là ou ça passe par un investissement massif qui va donner du rayonnement? Mais moi, j'ai l'impression que je vais le ramener aux garçons, là, mais
sais, c'est un peu la même chose. Là. Je pense que les gens commencent à crocher sur des Jonathan David, sur des Alphonso Davies. Fait que je pense que plus il va y avoir de succès comme ça, individuel à l'international, plus on va rayonner. Mais c'est sûr que aussi, si Équipe Canada devait gagner la Coupe du Monde 2026, je pense qu'on donne un air d'aller au sport. Mais sinon, c'est de voir des modèles s'établir, je pense. C'est ça. Ben, je sais pas si James voulait commenter, mais je sais pas. Ben, en fait, Oui. je rejoins un peu Laura dans le sens que de dire ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Je crois que la PLSQ féminine, s'il y a quand même un pas dans la bonne direction. J'ai assisté à quelques joutes il y a 2 ans, je crois. Et puis, j'ai aimé ça. Pourquoi? Parce que les filles, ben, c'est de la Rive-Sud. Bon, je viens de la Rive-Sud. Les filles, ben, ils ont fait une activité. Ils ont invité toutes les joueuses des différents clubs de la région. C'était une fête. Et je pense que c'est comme ça. Et puis, ces filles-là qui jouaient ce match-là, à ce moment-là, étaient un peu, pas les idoles, mais quand même des exemples pour les autres joueuses. Je pense que c'est dans cette dynamique, tranquillement, qu'on va aussi mousser le sport, en tout cas au Québec. Mais on a fait du chemin, mais on a aussi, ici au Canada, on a plusieurs défis. On ne doit pas les prendre pour des excuses, mais on a des défis quand même assez grands comme la largeur du pays. Moi, j'ai des joueuses de l'est à l'ouest du pays. J'ai 1 ou 2 joueuses par province. C'est ça. La France, les Françaises ou les Belges, 2 heures, toute l'équipe est là. Pour s'entraîner. C'est ça, c'est pas loin, exactement. Puis pour rebondir sur ce que Arius disait tantôt, je prends un commentaire via Facebook de Peter Thierry Eustache qui dit quand on préfère mettre une émission de pêche au lieu d'une finale de la Coupe de foot, ça en dit beaucoup. En passant, j'ai rien contre la pêche, mais c'est ça exactement. Fait que c'est des choix sur le rayonnement qu'il va faire. Puis tu sais, c'est un peu pareil. Puis même si on le ramène aux garçons, encore une fois, on a Feu l'Impact de Montréal qui a un contrat de diffusion avec TVA. Mais si le Canadien doit être devant un gros match, c'est sûr qu'on le relaye à TVA Sport 2 ou fait que tu sais, tant et aussi longtemps que les médias de masse voudront pas faire de ce sport-là une priorité, ça va être difficile pour le rayonnement. Ça va être très difficile, je crois. Puis surtout quand on a vu depuis à la Coupe du Monde de 2015, le Canada, il y a eu quand même un très beau succès, la Coupe du Monde qui a été faite au Canada de 2015 féminin. Donc après cet événement, moi je me suis dit oui, il y a eu un avancement. J'ai posé la question tout à l'heure, puis moi maintenant je vais rajouter mon opinion. Je crois que oui, il y a eu un avancement. Est-ce qu'il y a eu un développement à travers le pays? Non. Mais certaines provinces ont fait des avancements, je crois que oui. Et il y a d'autres provinces qui ont encore beaucoup de croûte à manger avant d'arriver à un certain niveau. Et puis, on le voit même dans nos petites régions. On va juste rester dans notre région à nous, dans l'Est du Québec. Laura peut en témoigner. Puis, JF, tu as été coach. Tu fais partie d'un club de la région. Fait qu'on peut en témoigner. Donc, il reste que je pense que le football féminin actuellement, oui, est en pleine forme, mais il y a aussi un changement radical qui doit être fait au niveau du système pour qu'on puisse en parler un peu plus. Puis pour que les gens savent beaucoup plus, ben moi, c'est quelques années que j'ai connu Laura Chénard. Ben, ça aurait été le fun de connaître Laura Chénard un peu plus tôt que ça. Même si Laura Chénard vient de l'Est de Montréal. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ce sens-là. Puis pour les jeunes joueuses qui arrivent ici et qui participent, qui jouent, qui fait partie d'un sport, puis si on veut les faire connaître, comme tu dis, JF, ce sport-là à travers des modèles, puisque pour l'instant, ben, au niveau mondial, on va avoir on a un peu de difficulté à arriver à ce point-là pour dire que aujourd'hui, est-ce que le Canada peut gagner la Coupe du Monde? On est proche, on n'est pas loin. Les filles surtout. Les gars, on est très loin. Je pense que John Herdman a fait un excellent travail. Si coach James est d'accord avec moi là-dessus. Puis il avait installé un beau programme. Puis on en a parlé quand Amandine, lui, est venue dans le podcast.
On n'était pas loin de l'équipe des États-Unis pendant quelques années. Et est-ce que maintenant, ces dernières années nous a rattrapés avec le changement? Je crois que oui, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a un changement, puis comme James a dit, il y a une instabilité qui vient de s'installer et ça vient affecter un peu le développement dans un vestiaire ou du foot en général. Ouais, vas-y. Et il y a aussi des initiatives un peu plus, sans dire locales, mais je retourne justement dans les commentaires, Mathieu, qui nous dit « Laura est la première animatrice de Génération Soccer TV ». Mais c'est le genre, justement, c'est exactement le genre d'initiative qu'il faut promouvoir pour pousser le soccer. Puis moi, je pense que ça doit entrer, puis je veux pas faire de débat politique à soir, mais ça doit entrer dans le mandat de Télé-Québec et de Radio-Canada de faire rayonner nos sports un petit peu plus amateurs. Souvent, ça va se passer du côté de MaTV ou des choses comme ça, de télé communautaire qui ont presque pas de rayonnement. Fait qu'il faut souligner quand des chaînes de télé de premier plan comme RDS poussent des générations soccer TV, faut souligner quand même ces initiatives-là. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en parlant pour continuer dans le même sujet, Génération TV, Laura, agente de communication et marketing. Est-ce que c'est une autre branche que tu envisageais pendant que tu étais athlète? Pas du tout. En fait, moi, je pensais vraiment être joueuse de soccer, c'était ma carrière. Mais c'est ça, quand tu arrives à près de 20 ans, tu arrives à l'université, il faut que tu fasses un choix de vie. Puis c'est ça que j'ai peut-être aussi, c'est pour ça que j'ai peut-être quitté aussi, je voyais plus le soccer comme étant un travail. Puis ça aussi, ça peut être problématique parce que tu vas aux Jeux olympiques, tu fais l'équipe canadienne. Oui, j'avais un salaire, mais c'était pas assez pour vivre comme ça toute ma vie. Fait que t'as pas le choix d'envisager un plan B, donc un autre emploi. Puis quand les chemins se croisent, si on veut, entre l'athlète puis là, ton début de carrière professionnelle, ben ça peut être dur de trouver l'équilibre. Puis ça, James pourra peut-être m'en dire plus, mais donc c'est ça, j'avais pas le choix d'envisager d'autres choses. Puis là, à l'université, ben là, moi j'aime beaucoup de choses dans la vie. Là. En tout cas, vous me connaissez pas beaucoup, là, mais j'aime la musique, la nutrition. Là, je savais pas dans quoi me diriger, prof d'éduc. Au final, j'ai choisi les communications, c'était super large. Je me suis dit, bon, je vais pouvoir trouver quelque chose là-dedans, mais finalement, je me suis dirigée vers ça. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que ça touche un peu à tout. Je peux parler à des gens, c'est un peu d'organisation, donc ça touchait à beaucoup de choses que j'aimais. Donc finalement, là, j'ai pris ma retraite de joueuse, puis je suis entièrement aux communications marketing. Puis les blessures, on n'a pas mentionné, mais je me suis déchiré le ligament croisé à 2 reprises. Fait que ça aussi, les blessures, c'est un autre sujet là, qui pourrait être abordé, mais dans une carrière de joueur ou de joueuse. Fernando, via Facebook, nous dit malheureusement ici au Canada, le soccer est pas comme en Europe. En Europe, c'est une priorité. Au Canada, c'est presque un passe-temps. Puis ça vient rejoindre un peu, Laura, ce que tu disais. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix de carrière et les débouchés professionnels dans le monde du soccer, elles sont pas énormes. Souvent, elles vont être parallèles au sport, donc de devenir entraîneur, de devenir physiothérapeute ou des choses comme ça, donc de demeurer dans l'entourage de. Mais concrètement, surtout dans le soccer féminin, ça doit être encore plus difficile de dire est-ce que j'ai une carrière devant moi si je poursuis dans ce domaine-là? Oui, exactement. Puis c'est un stress, tu sais. Je voyais des joueuses quand je suis arrivée dans l'équipe senior qui avaient peut-être 10 ans de plus que moi. Puis je réalisais qu'ils avaient toutes des études, qui n'avaient jamais été là-dedans finalement, qui poursuivaient leur carrière. Puis tu sais, c'est ça que je voulais faire moi aussi, mais la réalité était pas pareille. Tu sais, je veux dire, Christine Sinclair, elle pouvait jouer dans la Ligue Pro aux États-Unis. Ils prennent une joueuse internationale dans chaque équipe. Tu sais, les débouchés, c'est extrêmement difficile de se rendre là. Donc, en tant qu'une joueuse qui était pas la star, qui avait moins d'avenues, je pouvais pas rester au Québec
Puis, tu sais, j'avais pas d'argent qui rentrait en tant que joueuse professionnelle ici. Donc, t'as comme pas le choix de te trouver d'autres choses. C'est ça la réalité. Ouais. Puis c'est ça qui est plate. C'est ça, en Europe, tu peux jouer à l'année dans une équipe. Je sais pas, les salaires, c'est sûr que les salaires féminins, ça doit pas être faramineux non plus. Mais c'est sûr qu'au Canada, il y a une lacune par rapport à ça. Puis comme le commentaire de la personne qui dit c'est un passe-temps, c'est ça, c'est pas c'est quelque chose de sociétaire. C'est vraiment beaucoup plus d'argent mis dans le hockey que le soccer. Donc c'est difficile pour ça, je crois. Et pour sensibiliser encore plus les auditeurs là-dessus, puis James, je vais amener un peu James à en témoigner un peu là-dessus, le temps investi des entraîneurs, le temps qui est investi auprès de ces athlètes-là de la part des entraîneurs, c'est un temps qui est même pas compté, hein, James? C'est énorme. Est-ce que tu peux nous donner... Énorme. Vas-y. C'est énorme. Je veux dire que moi, j'ai une famille, je travaille aussi, moi je suis soldat, donc en fonction primaire, on passe une soirée, une semaine. Donc, non, c'est énorme. Mais pour revenir à ce qu'elle disait aussi, Laura, c'est que à un moment donné, il faut que tu manges. Il n'y a pas de salaire qui rentre sans manque. Et aussi, les conditions aussi pour les femmes, jusqu'à l'année passée, si tu voulais avoir une famille, avoir un enfant, c'était fini. C'était ou bien le foot ou une famille. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que grâce à CONCACAF, il y a Carolina Leblanc qui était, comme tu sais, qui était gardienne de but. Maintenant, il y a des conditions qui fait que maintenant, les joueuses, les femmes peuvent peuvent être payées durant leur grossesse. Ça n'existait pas avant. Ils vont avoir du temps pour avoir leur grossesse et tout. Ça, c'est des petites avancées qui vont aider les femmes à vouloir faire carrière comme joueuse professionnelle. Sinon, quelqu'un qui veut faire une famille, c'est pas possible. Là. Je veux dire, c'est un ou l'autre. C'est un méchant choix à faire. Et ça doit être les particularités qui fait partie aussi de ta préparation, James. Et tu dois sûrement avoir des athlètes et puis que tu sais pas, peut-être dans ta préparation, elle t'appelle, elle dit coach, je m'excuse, mais je suis enceinte, je peux pas partir avec toi, donc tu dois changer toute ta stratégie parce que Finalement, je leur demande de pas s'excuser parce que c'est quand même une chose positive. c'est ça, c'est bien. À la base, c'est bon. Je les félicite pour puis c'est le fun parce que je fais des zooms, puis là, j'ai des enfants, j'ai des bébés dans les zooms. C'est super le fun. Pour les enfants qui sont dans l'arrière, c'est le fun, c'est cool. J'adore ça. Puis non, mais c'est ça, ça fait partie du jeu. Puis il faut un recrutement en conséquence. Et les filles savent que le programme, c'est leur maison. Après la grossesse, elles reprennent l'entraînement, elles reviennent à la maison. La famille, c'est comme une famille. Donc, on est toujours là pour elles. Et puis, durant le temps, ce qui est le fun, c'est que durant le temps que certaines ont des grossesses, elles continuent à rester en contact avec l'équipe. Puis nous autres, on aime ça. C'est bien. Puis on leur donne le soutien, je vais dire, on va pas dire psychologique, parce que des fois, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Et puis on essaie de rester en contact avec elles. Ça leur fait quelque chose d'autre que de changer des couches ou dire à leur conjoint ou partenaire de faire faire partie des tâches communes. Mais c'est ça, non, il faut que tu fasses une recrutement en conséquence, mais le fait de devenir enceinte, c'est pas le plus difficile dans mon programme, c'est le fait que les opérations d'abord. Alors, tu peux entraîner un gros, et puis là, on part bientôt pour la compétition, puis un commandant t'appelle, puis dit, elle part pas. Tu peux pas, c'est ça. Même moi, je suis sur du temps emprunté. Je peux arriver une semaine avant comme entraîneur-chef. On peut te remplacer. OK. Mon remplaçant dit, tu pars pas parce que telle raison, puis il y a toujours un jeu, là. On s'arrange, puis on essaie de trouver une façon de faire pour limiter, mais ça fait partie de mon calcul que d'autres sports ou d'autres programmes n'ont pas. Est-ce que les qualifications pour ton équipe se fait un peu de la même façon que on voit les équipes de U17, U20 de la CONCACAF font pour participer à votre compétition? Ben OK, je comprends ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux aller.
au niveau militaire, au niveau du season, la compétition du soccer féminin est en développement. Donc, il y a très peu d'équipes. On a à peu près, je pourrais dire, une quinzaine d'équipes au monde, peut-être pas plus que ça, peut-être 20 maximum. Et puis, dans la région, dans notre région, c'est les Amériques du Nord et du Sud. On est juste 3 équipes. Il y a nous, les États-Unis et le Brésil. Et souvent, ce qui arrive, c'est que pour se qualifier, dans le fond, c'est entre nous et les États-Unis. Parce que le Brésil, ils ont une équipe de fous. C'est malade. Okay? Donc, on se prépare pour... Il y en a plein de Martha. Il y en a plein de Martha dans le Brésil. Il y en a plein de Martha. J'ai vu des joueuses brésiliennes faire des choses sur le terrain. Je pensais pas que c'était humainement possible. James, est-ce que tu peux... on parlait justement, on parlait de ça, Laurent et tout, la culture, comment que c'est différent, les Brésiliens, les Françaises et tout. Est-ce que tu peux expliquer cet effet, le fait que les Brésiliennes sont plus habiles avec le ballon que les Canadiennes ou les Américaines? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? Il y a beaucoup de choses. Bonne question. En fait, il y a beaucoup de choses. Les Brésiliennes font ce que Laura a fait. Ils jouent des ballons de bonheur. Ouais. Elle joue tout le temps avec le ballon. OK? Il y a une détermination. Souvent aussi, le sport, dans ces pays-là, le sport, c'est la façon de s'en sortir de la pauvreté. Donc, voilà. Je dois dire, donc, il y a une envie de réussir qui est liée à la survie en fait, de la personne, qui est vraiment différente. Donc, il y a un joueur qui vient dans ton groupe qui veut percer parce qu'il veut vivre, veut manger. C'est pas la même chose que certains joueurs que j'ai ou joueuses que j'ai dans mes vestiaires. C'est vrai, c'est pas la même chose. Et donc, il y a ça aussi. Et JF, on en parle souvent, il n'y a pas de secret, JF. Plus que tu touches ton ballon, plus que tu vas être habile. C'est vraiment ça, hein. Je viens d'acheter à mon garçon là, une ceinture que son ballon reste après lui. Il joue à longueur de journée. Là. C'est ça. Puis, est-ce que, Laura, tu as constaté la même chose en jouant contre les filles Costa Rica et il y a un côté technique qui est un peu plus avancé? Et oui, c'est vraiment pas le même style de jeu qu'on soit au Brésil ou aux États-Unis. Là, c'est complètement différent. Et en fait, mon plus beau souvenir de carrière, c'était justement contre le Brésil. J'ai joué contre Martha, puis c'était au tournoi 4 Nations au Brésil. Puis c'était avec Carolina Morace. Elle avait mis tout son banc, en fait, sur le jeu parce qu'on était sûr d'aller en finale. Donc, moi, j'étais sur le banc, fait que j'avais joué partant toute la game cette journée-là. Ouais. Puis c'était tellement fou, là. Je veux dire, on n'est pas sorti de notre zone, en fait. On est sorti comme ça. Mais ça a fini 0-0, mais Martha, c'était incroyable. Elle avait le ballon dans le pied, elle avait le temps d'arrêter le ballon. Là, elle faisait ça, toute la foule criait. Puis là, elle partait, là, puis elle faisait des dribbles incroyables. C'était juste fou comme match, mais c'est ça, c'est tellement pas le même style. Je veux dire, ils sont tellement plus techniques. Justement, comme tu disais, dans ces pays-là, c'est comme c'est un rêve de sortir de la pauvreté. Ils vont être dans la ruelle à jouer avec un ballon. Puis c'est ça qui est beau de ce sport-là, c'est que c'est accessible pour tout le monde. T'as pas besoin de t'acheter un équipement à $300, des patins, t'as pas besoin d'équipement qui coûte cher. T'as juste besoin d'un ballon puis des sandales limite, puis tu vas jouer dans la rue. Fait puis nous, c'est ça, les États-Unis, Canada, on a vraiment un style de jeu beaucoup plus physique, si on veut. Physique. Entraînement, je veux dire, savoir botter, moi je dis botter là, en l'Est du Québec, mais le ballon plus loin. Un jeu plus direct. Oui, c'est ça. Courir plus vite, donc c'est vraiment plus des habiletés de force, je dirais. Tandis que dans le Sud, beaucoup plus, c'est ça, technique avec le ballon. Et moi, oui, c'est sûr qu'il y a vraiment une grosse différence à ce niveau-là. Puis, là, on voit de plus en plus les Asiatiques aussi, les Japonaises. Ça aussi, c'est une preuve, selon moi, que le sport évolue. Là. Il y a de plus en plus d'équipes féminines un peu partout dans le monde. Justement, le Japon, que j'avais jamais vu jouer avant. Ils ont vraiment un style unique aussi, vraiment une belle cohésion. Puis, c'est ça, chaque partie du globe, je pense qu'ils ont un style différent, mais
En Amérique latine, puis dans le Sud, c'est beaucoup plus technique. Ouais, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Côté tactique. Ouais, c'est super. Notre équipe joue de façon différente. Tu dis, hey, ça amène quelque chose d'autre, et puis ça te force à dépasser ou à trouver une solution à un nouveau problème que tu connaissais pas avant. Donc, c'est ça qui est le fun aussi. Ouais. Et avant de vous laisser partir, je voulais un peu avoir votre point de vue sur, je ne sais pas si vous avez eu la chance un peu de regarder les derniers matchs des équipes féminines, de l'équipe féminine. Et j'ai vu que quand même, il y a des Québécoises qui commencent tranquillement à s'intégrer puis à bien s'installer, des jeunes joueuses. Qui jouent présentement professionnels. Tu parlais maintenant qui peuvent faire carrière, qui peuvent vivre de ça. Evelyne Vien, je crois. Et Bianca Saint-Georges. Donc, c'est un pas vers l'avant. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Québec pourrait avoir plus de joueuses à ce niveau-là? Vas-y, James. C'est difficile pour moi parce que je suis pas nécessairement une province. Je me promène. Hein. J'ai quitté le Québec depuis plusieurs années déjà. Ce que je veux te dire, ce que je peux te parler, si tu veux, c'est ce que j'ai vu sur le terrain et qu'est-ce que je crois que quel est l'état de notre équipe et qu'est-ce que je pense que Tokyo va pouvoir nous donner comme opportunité. Ça, je peux te parler de ça, mais au niveau des joueuses du Québec, comme je te dis, j'étais un peu comme je suis en Ontario présentement, je connais pas assez des joueuses. Ouais. OK. Mais est-ce que OK, pour récapituler un peu, pour reformuler un peu ma question, est-ce que le niveau d'encadrement qu'on a, puis aujourd'hui, le niveau de jeu que présente l'équipe féminine, est-ce qu'on a espoir de voir notre sport développer encore plus au Québec et puis voir notre équipe un jour battre les États-Unis puis gagner la Coupe du Monde? Je crois que c'est toujours circonstanciel aussi un peu, hein, la compétition. On va donner un exemple qui se passe. On vient d'avoir un nouvel entraîneur, Coach Bev, qui a déjà été coach sous John Herdman, qui connaît le programme en passant le programme REX de développement des joueurs. Et elle fait partie de ça. Elle fait partie des gens qui l'ont développé, ce programme-là. Au Québec, on l'appelle CNHP. C'est le même truc. Mais on utilise le même terme aussi, mais tu amènes un bon point, mais on utilise le même terme aussi, Rex. OK. Et puis là, maintenant, l'équipe canadienne est dans une transition. Il y a beaucoup de jeunes. Il y a aussi beaucoup de joueuses un peu plus, je veux dire, âgées, pour trouver le mot correct. Âgées. Et puis, c'est toujours difficile pour un programme. Il faut que tu amènes des jeunes continuellement. Et ça implique que mettre des joueuses en dehors du programme. Et Coach Bev, elle a été nommée au mois de novembre. Puis là, elle a tous ces jeunes-là. Et de surcroît, elle a une compétition bientôt, dans quelques mois. Il faut qu'elle fasse des décisions difficiles parce que pour la compétition olympique, c'est une 18 positions. C'est 18 postes. OK? Donc, les places sont chères. Mais par contre, les États-Unis ont le même problème. Si tu regardes la moyenne d'âge américaine, elle est extrêmement élevée. Donc Vlatko, qui est quand même un nouveau entraîneur, mais fait un peu plus longtemps, lui, ça fait au moins 1 an, il a le même problème que Coach Bev. Mais je crois que dans la compétition des Olympiques, il va vouloir bien faire parce que c'est un nouveau entraîneur, il va vouloir mettre ses joueuses de premier plan qui sont plus vieilles. Et je peux te dire, dans ma compétition, c'est la même chose. Quand un match arrive à 48 heures, là, au deuxième match, là, et que la joueuse va jouer encore complètement le deuxième match, au troisième match, si c'est pas une joueuse qui est jeune, et c'est là que l'âge vient prendre le dessus. Vient prendre le dessus. Eh bien, oui, vient prendre le dessus. Et c'est parce là que j'ai l'impression, j'ai toujours l'impression, pourquoi j'ai posé la question, puis peut-être Laura peut me corriger là-dessus dans son expérience avec l'équipe nationale. J'ai l'impression qu'on manque toujours de profondeur
pour arriver à compétitionner avec les tops. Tu comprends un peu ce que je veux dire, JF? Oui. On a un gros 11. On a un gros 11, Oui. mais on n'a pas de banc. C'est ça. Ouais, mais moi, je trouve ça intéressant ce que James a amené en termes de trouver l'équilibre avec les anciennes joueuses puis les nouvelles joueuses. Les nouvelles joueuses, ouais. T'as vraiment raison là-dessus parce que justement, avec Carolina, c'est sûr que moi, avant, je me souviens même plus de son nom, mais c'était un coach allemand qui est assez strict, merci, aussi. Mais là, j'arrive avec Carolina, puis j'ai l'impression qu'elle a voulu justement amener beaucoup de nouveaux, là, tu sais, comme aller chercher des jeunes. On était 8 du Québec à cette CONCACAF-là. C'était énorme. Là, puis ça, c'est un des autres problèmes aussi que je trouve dans le développement du foot au Canada. Souvent, on veut amener des coachs de l'extérieur, mais qui ne connaissent pas notre culture, qui ne connaissent pas vraiment le pouls du développement du foot amateur au Canada ou au Québec. Puis je trouve que ça aussi, ça vient un peu nuire dans le développement. Exactement, la réalité, mais c'est ça. Donc, comme tu disais, James, la circonstance, c'est vraiment important parce que si, changer d'entraîneur, c'est long, là, c'est comme former un groupe, une vision de jeu que tout le monde va avoir, solidifier l'équipe, ça prend du temps, là. Donc, si tu as un coach qui arrive, qui change trop, met tout à son visage puis qui chamboule tout, là, tu vas partir à zéro. Fait qu'avec Caroline, j'ai l'impression que ça a fait ça. John, quand il est arrivé, il a vraiment réussi à stabiliser. Il a posé le jeu, essayé de jouer, parce qu'au Canada, on a de la misère à faire 3-4 passes de suite, là. C'était vraiment des kicks. Mais là, avec John, je trouve qu'il y a vraiment une différence, qu'on avait vraiment de cohésion. Ouais. Donc, je pense que c'est important, c'est ça, de ne pas tout chambouler, d'essayer de garder des vieilles joueuses, des joueuses plus âgées, pour garder leur expérience, mais on a besoin des jeunes joueuses, justement, qui vont avoir le cardio puis qui vont être capables de compétitionner avec les joueuses de haut niveau. Donc, c'est vraiment... Nous, on partait plus de loin au Canada à cause de ça. Donc, c'est ça. Je pense que c'est trouver l'équilibre. Puis c'est ça, d'essayer de construire vraiment un noyau puis une mentalité de jeu qui va se perdurer d'entraîneur en entraîneur, même si on a à changer. C'est ça le défi, selon moi. Ouais. Puis espérons voir un autre modèle que juste Christine Sinclair pour l'instant. Ouais. Ça serait le fun. Je sais pas. Vas-y, James. C'est pour ça que j'abonde dans le même sens. C'est pour ça que j'étais très content du choix de Coach Bev Priestman. Parce que Coach Bev connaît le groupe, connaît la culture canadienne, connaît le pays, connaît comment tu sais, les petites choses, les petits détails. Et en passant, j'étais très fier d'elle et très fier de l'équipe canadienne. Parce que moi, je m'attendais pas à ça du tout, là. On n'avait pas 1-0, je m'attendais qu'on allait se faire ramasser. Parce que l'équipe américaine, elle est complète, à part peut-être une ou deux joueuses qui est en blessure. Nous, on avait 7 joueuses qui étaient pas là. On n'a pas joué depuis 345 jours, quasiment un an. Les Américaines ont eu un camp au mois d'octobre. Ils ont eu un match au concours au mois de novembre. Ils ont eu un camp, bien sûr, ils ont eu 2 matchs au concours contre la Colombie au mois de janvier. Et elles ont eu aussi le camp avant le match chez Believe Cup. Et puis, tu as Coach Bev qui arrive avec quelques jours pour mettre ça en place. Et puis, la coupe me dit, en tout cas, je suis très fier de l'équipe. Je pense qu'on a fait, Coach Bev et les joueuses ont fait un excellent travail. Maintenant, il y a des soucis qu'elle va devoir travailler d'ici les prochains mois. Et je suis sûr, elle est une excellente coach, plus qualifiée que moi, donc je suis sûr qu'elle a vu des choses que tout le monde a vues et qu'elle va travailler dessus. Exactement, sûrement. Et pour finaliser, vraiment un grand merci de Laura et de James, puis du temps qu'on a passé avec vous ce soir, et puis d'échanger, puis de faire comprendre un peu la réalité de notre passion, de notre sport. Et puis, merci JF pour toute l'organisation. Et puis, c'était agréable de pouvoir échanger avec vous. Puis, espérons on va pouvoir vous revoir et puis élaborer sur d'autres sujets. Merci à tous. Bye bye, bonne soirée.
C'était donc Laura et James qui étaient là avec nous pour ce podcast Soccer bleu, blanc, noir. Je pense que c'était super intéressant. Je veux juste un dernier commentaire, Arius, avant de te laisser aller. It's gonna be what can you do for me, not what you're done. Fait que, tu sais, c'est un peu de se poser la question, qu'est-ce que tu peux faire plutôt que d'attendre. Donc, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, faut se remettre en question et se poser ça, puis laisser un peu la politique de côté. Donc, en effet, faut pouvoir regarder tout ça. Mais ce soir, je pense que c'était intéressant. Puis, je sais pas s'il y aura moyen. Puis, j'ai oublié, je voulais le demander à James, mais tu sais, tantôt on disait que c'est difficile pour les filles de vivre d'une carrière dans le monde du soccer, mais peut-être que ce soir, il y a des jeunes filles qui sont à l'écoute puis qu'eux autres, ils ambitionnent de jouer éventuellement au soccer, puis sans nécessairement être capable de faire une carrière, d'aller chercher peut-être une carrière au sein de l'armée pour pouvoir poursuivre leur carrière soccer en à côté, c'est peut-être quelque chose qui est possible. Donc, on essaiera de mettre les liens, voir s'il y a moyen de rentrer tout ça. Fernando nous dit bon podcast, merci à tous et bonne soirée. Mathieu nous dit bonne émission nécessaire sur le soccer. Donc, je pense qu'on a fait la job, Arius. Merci beaucoup. Non, vraiment. Et puis, écoute, j'étais prêt à partir pour toute la soirée, mais je sais déjà, ça faisait déjà un bout qu'on était en ligne. Et puis, et j'espère qu'on va pouvoir retoucher encore sur plusieurs d'autres sujets pour aborder un peu le foot féminin. Mais c'était vraiment excellent d'avoir Laura et James avec nous ce soir. Merci beaucoup, Jeff. Merci. Bye bye. Bonne soirée. Passez une bonne soirée à tous les auditeurs. Au revoir.